Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Oui, Decaune. non, ce Vous n'est pas entendez Antoine. Non, je suis Jules, son petit garçon. Je suis là parce que c'est mercredi et c'est Jupiter. Mais bonjour Jules. Écoute, André Manoukian est en train de répéter un petit peu. J'adore André Manoukian. Ah bah oui, il est avec nous. Mais toi aussi Jules, tu joues du piano, non? Oui, mais moins bien qu'André Manoukian. Et quand j'entends André Manoukian, parfois j'ai des larmes qui me viennent dans mes yeux. Oui, je comprends. Pour la moustache qui transpire, ce sera dans quelques années. Et en attendant, Juliette Arnaud va nous parler du Diable au corps de Raymond Radiguet. Donc, je sais pas si tu as l'âge, mais on verra bien. Non, mais il y aura j'ai Thomas hâte. Croisière. Je me doute. Oui. Thomas Croisière avec un film, un western. Il y aura Max Bird pour la science. Oui. Oh, le Dédé, ce crooner. Écoutez ses notes. Oh là là. Attendez, j'ai mon papa qui me fait des grands signes. Il me dit qu'il entend les bips. Ah oui, c'est vrai, moi papa. aussi. Ah oui, c'est les bips de France Inter. Il est 17h. Les infos, Armel Balogog. Pas de suspension du vaccin de Johnson & Johnson en France, contrairement aux États-Unis, en raison de 6 cas sévères de thrombose chez de jeunes patientes. Ici, tout continue comme prévu avec les précautions de rigueur. Comme l'AstraZeneca, le vaccin de Johnson & Johnson est réservé aux plus de 55 ans. Explication de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Nous avons reçu la première livraison de vaccins Janssen, c'est-à-dire 200 000 doses qui sont arrivées en début de semaine sur notre territoire et qui sont en train d'être acheminées auprès de la médecine de ville et des officines de pharmacie. Je crois qu'il aura été entièrement acheminé jeudi ou vendredi. Ce vaccin a bénéficié des autorisations de la part des agences de santé européennes et françaises. Et donc, à ce stade, ce vaccin va évidemment être distribué et administré dans les mêmes conditions que ce qui est prévu aujourd'hui pour le vaccin AstraZeneca, c'est-à-dire pour les personnes âgées de plus de 55 ans. Et l'Agence européenne des médicaments prévoit de se prononcer à nouveau sur ce vaccin la semaine prochaine. Pour l'instant, elle estime que ses bénéfices sont supérieurs aux risques qu'il représente. Au Danemark, AstraZeneca, c'est fini. Copenhague l'abandonne. Elle ne lui fait plus confiance après des cas sévères de caillots sanguins. C'est une première en Europe. Et à contre-courant de la majorité des pays européens, la Suisse annonce l'allègement de ses mesures anti-Covid. Bien que la situation s'y détériore depuis plusieurs semaines, les terrasses rouvertes à partir de lundi prochain, les activités sportives et culturelles en intérieur autorisées. Et quelques semaines plus tard, le 8 mai, les terrasses des cafés et des restaurants ouvertes aussi en Belgique. L'enquête s'oriente sur la mère de la petite Mia au lendemain de son enlèvement dans les Vosges. Lola Montemagui ne donne pas de nouvelles non plus. Elle n'était pas chez elle lors d'une perquisition des forces de l'ordre et son profil inquiète le procureur de la République d'Épinal, Nicolas Heitz. L'enfant était confronté à la violence de sa mère à l'endroit de son conjoint. Elle était aussi confrontée à ses propos suicidaires et à son refus de sa scolarisation malgré le rejet d'une demande d'instruction à domicile. Le parquet prenait donc une ordonnance de placement provisoire chez sa grand-mère. Madame Montemaggi a adopté devant le juge des enfants le 11 janvier une posture préoccupante. Elle se disait malade, ne pas souhaiter que l'on s'immisce dans sa vie, ni celle de sa fille, en arguant d'une position de rejet de la vie en société. Elle a par ailleurs indiqué fin décembre 2020 qu'elle allait vider son appartement et vendre ses meubles avec pour projet de partir en camping-car avec sa fille dans le but de passer, je la cite, en dessous des radars de la société. Les 90 enquêteurs sont mobilisés pour retrouver la fillette de 8 ans. Olivier Duhamel reconnaît les faits. Il a bien agressé sexuellement son ancien beau-fils lorsqu'il était mineur, comme le révélait Camille Kouchner dans le livre La Familia Grande paru en janvier. Le politologue l'a avoué à la police lors d'une audition libre hier. Les faits sont prescrits. Il ne sera donc pas poursuivi. Pas de procès non plus pour le meurtrier de Sarah Halimi. La Cour de cassation confirme l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré. L'homme a défenestré sa voisine juive de 65 ans à Paris en avril 2017 en criant Allah Akbar. Mais selon les experts, il était pris d'une bouffée délirante après une forte consommation de cannabis. Les avocats des proches de la victime dénoncent un mauvais message passé aux citoyens français de confession juive. Mauvais message aussi pour l'avenir sur la responsabilité pénale des consommateurs de stupéfiants.
Il purgeait une peine de 150 ans de prison pour la plus grande escroquerie financière de l'histoire. Bernard Madoff, célèbre escroc, est mort à 82 ans dans sa cellule du pénitencier de Butner en Caroline du Nord. L'Américain a détourné plus de 60 milliards de dollars en faisant croire à des placements juteux, une pyramide de Ponzi avec des milliers de victimes, des anonymes mais des célébrités aussi, comme les acteurs Kevin Bacon et John Malkovich. Les opticiens français respectent-ils bien les règles du jeu ? Ils sont censés proposer à leurs clients de recourir à un dispositif pour rembourser les lunettes à 100%. Mais selon la Direction générale de la concurrence et de la consommation, la DGCCRF, ils ne le font pas ou presque pas. Grégoire Lecalot. Vous entrez chez un opticien pour votre nouvelle paire de lunettes et vous en ressortez sans avoir entendu parler du dispositif 100% santé. Une situation trop courante à en croire le ministère de la Santé. Depuis le 1er janvier, ce système s'est généralisé. Si vous choisissez une monture ou des verres qui sont dans le panier du dispositif, vous n'avez rien à payer. 15,5% des acheteurs de lunettes en ont bénéficié en 2020, contre plus de la moitié pour les prothèses audio par exemple. Les premiers résultats d'une enquête de la DGCCRF montrent que les inspecteurs ont constaté un problème chez 60% des opticiens visités. Les commerçants proposerait des paires qui ne sont pas dans le panier 100% santé. Faux, répond la Fédération des opticiens qui estime que les défauts constatés peuvent aussi bien concerner le non-port d'un badge qu'une mauvaise présentation du dispositif. Par ailleurs, disent-ils, seuls 300 magasins sur les 700 prévus par l'enquête ont été contrôlés. Les opticiens se félicitent au contraire des résultats obtenus et soulignent que leurs clients sont libres de choisir les lunettes qu'ils veulent. Grégoire Lecalot pour France Inter. Novak Djokovic, trop fort, qualifié en 8e de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Serbe a dominé l'Italien Yannick Sinner en seulement 1h30 et en 2-7, 6-4, 6-2. Qualification facile aussi pour l'Espagnol Rafael Nadal contre l'Argentin Federico Del Bonis. Victoire en 2-7 également, 1h20. Et les 2-7, les scores, c'est 6-1, 6-2. Ce soir, sur France Inter, Philippe Solers est dans l'heure bleue. 20h, Laure Adler. Il est notre invité pour 2 émissions, à la suite de la publication de 2 livres, l'un intitulé Agent secret et l'autre Légende. Épisode 1, Philippe Solers sans masque. L'heure bleue, l'espace des possibles. Du lundi au jeudi, sur France Inter, à partir de 20h. Chérie, s'il nous arrivait quelque chose, comment on ferait pour payer les charges, les études des enfants ? On pourrait protéger notre famille pour moins de 6 € par mois. Non mais je te parle sérieusement là. Moi aussi. Avec Sécure Famille 2, sécurisez financièrement l'avenir de vos proches en prévoyant le versement d'un capital garanti. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Contrat d'assurance décès de BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances. Distribué par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. Cotisation pour un assuré de 35 ans et 30 000 € de capital garanti en formule optimale. Voir conditions en agence. 17h07 sur France Inter. Et bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Armelle Balogog. Comment on pourrait résumer les informations de la journée, par exemple ? C'était quoi la tendance ? En un mot. En un mot. Réjouissant, par exemple ? Madoff. Ah, Bernard. Très bien. Petit ange de l'arnaque, parti trop tôt, hein, bien sûr. Il devait sortir de prison en 2139. Oh, oui, ça s'est joué à rien. S'il était parti avant l'arnaque aussi, il n'y en aurait pas eu d'arnaque. Bon, merci Armelle Balogog pour ces informations. Merci à vous. 9h dans le théâtre occupé de Par-Jupiter. Les garçons, qu'est-ce que vous faites ? Charline, on est là. Ouais, on est là. Mais allez, hop, hop, là, on se réveille enfin. C'est le dernier Jupiclass avant les vacances. C'est pour ça, justement. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit hier soir. Et donc, on s'est un peu autorisé une petite exception. Ouais, on a regardé le match. Le match Le match. Le match retour ouais. Mais retour de où, de quoi ? De Munich. Mais pourquoi vous êtes rentré de Munich ? Pas nous, le PSG. PSG Bayern, le match retour, Charline. Ah oui, d'accord. Et là, c'est le retour de bâton, par exemple. Mais on est qualifié. Ça s'est joué à rien. Oh, c'était tendu. On a tout donné. Ouais, enfin, vous y êtes pas pour grand-chose. Pas grand-chose. Ouais. 2 poteaux, un pied trop court. J'ai ressenti un peu ce que c'était le somme, là, pendant tout le match. Puis finalement, grâce à l'arrêt, avec des buts à l'extérieur, on est qualifiés. Et apparemment, on a bu des bières pour fêter ça, non ? Un peu, ouais. Vous êtes fiers de vous, là ? Quand même, c'est une des meilleures équipes au monde qu'on a battu. On peut être fiers. Oui. Mais je ne veux rien savoir. Quand on fait la fiesta la veille, on est en cours le lendemain et en forme, ok ? Sinon c'est terminé, vous serez interdit de télé pour les demi-finales. Oh là non, alors non, ça c'est un bon argument pour se remettre au travail. Paris est magique.
Attends, crie pas trop fort dans les oreilles là. T'as raison, même moi ça a secoué. Bonjour la France Inter. Bonjour la France Inter et bienvenue au sein du 2e régiment de parachutistes de la blague sans filet. Et voici la devise du jour. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter à l'hosto. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Dites donc, mais qu'est-ce que vous avez choisi là pour les pitchouns? Ah bah dites. Le diable au corps de Raymond Radiguet. L'histoire d'amour entre un jeune garçon et une femme dont le mari est parti se battre sur le front de la Première Guerre. Mais comment elles font pour être aussi salopes? Salut. Exceptionnel au régional. C'est parce qu'il Bon, il y a un son qui est parti. C'est le mien, je l'ai reconnu, vous allez On se concentre. Ouais, Salut focus, là. Guillaume Meurice. Bonjour les amis. Alors sujet passion aujourd'hui, sujet de folie pour les pitchouns, les élections régionales qui vont réconcilier le peuple de France avec la politique. Il y a un candidat exceptionnel au régional qui s'appelle Xavier Bertrand. Oh la beauté, là, ça va être beau ça. Et en duplex du Cap Ferret, Thomas Croisière, bonjour. Dans le Wyoming. Ok. On a entendu Wyoming. Mais on se doute qu'avant il y avait quelque chose. Hein. Mais tu Bah vois, oui, Wyoming, j'étais c'est pas au bien. Cap Ferret. Ah. Ça commence bien cette émission. Ça met toujours dans des bonnes conditions. Vous donneriez pas le nom des gens à la technique. Comme ça leur met un petit peu la pression. Thomas Croisière, vos enfants ont vu L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford. Vous nous promettez un western crépusculaire sur la fin du mythe fondateur des États-Unis d'Amérique, le Far West. Mais rien que ça. John Ford disait « Le western est au cinéma ce que les évangiles sont à l'humanité, l'origine et la fin de toute chose. » Et lui, la brève pour Évangile, c'est Alexis Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker, et bien le reste de l'équipe est fantastique également. Il y aura celui qui connaît plus d'espèces sur Terre que de gens qui ont téléchargé tous anti-Covid, c'est Max Bird. Et oui, quick à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de psychologie. Je n'en dis pas plus. Wow. Très bien. Celui qui sort un album de chansons de Gainsbourg, il fait notamment chanter Isabelle Adjani, de là à dire qu'il touche le fond de la piscine avec son vieux pull marine. C'est André Manoukian, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Je vais vous parler justement, non pas des origines du western, mais des origines de la musique et du chant grégorien. Mes chers petits enfants, arrêtez d'être des mécréants et vous allez avoir beaucoup de surprises. Et enfin, ça va réjouir l'un des chroniqueurs, parce que quand on demande à Guillaume Meurice son livre préféré, il répond... La Passion selon Juliette de Clara Dupont-Mono. Avec le style de Clara Dupont-Mono, ça lui redonne du souffle et de la vie. Et... Voilà, le copinage parisien en plein exercice, parce qu'elle est là. Bonjour Clara Dupont-Mono. Ça s'appelle avoir du goût. De quoi on va parler? Du livre de Guillaume ou non? D'un chef-d'œuvre, de la littérature médiévale. On n'est pas loin, mais... Bien sûr, n'en faites pas trop. Ajoutez à cela un journal pour la conscience, des exercices pour mettre l'ambiance, un dessin parce qu'il nous manquait une séquence, et vous obtenez une émission qui a déjà des airs de vacances. De vacances à la maison, oui. Oui. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Non, par Jupiclass. Oh boulot! J'ai musardé sur notre page Facebook cette fois-ci. Oui. Alors... Où vous nous laissez aussi des messages, chers auditeurs. Alors Amélie nous écrit. La nuit dernière, vous vous êtes invité dans mes rêves. Charline était enceinte et tentait de faire croire à tout le monde qu'il était d'Alex, alors que tout le monde savait qu'il était de Guillaume. Et vous me choisissiez comme sage-femme pour l'accouchement. Très bon choix, dit-elle. Je suis secrétaire comptable. Ma demande est donc d'éviter de venir me visiter pendant mes rêves, surtout que régulièrement je fais des rêves prémonitoires. Merci d'aller squatter les rêves d'autres auditeurs. Écoutez, merci Amélie pour ce... Faut arrêter d'écouter la rediff à minuit avant de dormir parce que c'est pas une... Il faut arrêter de me donner le rôle du cocu aussi. Et sur la boîte email de l'émission, par jupiter@radiofrance.com, les auditeurs nous laissent aussi des messages audio, figurez-vous. Oui, bonjour, par Jupiter, c'est Emmanuel. J'écoute beaucoup votre émission tous les jours. C'était juste pour réagir à la chronique de Guillaume. La première intervenante, du coup, j'ai écouté sa réaction. Et ma première réaction à moi, ça a été...
Voilà, merci. Oui, mon cher Emmanuel, voilà pourquoi Guillaume ne vous tend jamais le micro, effectivement. Écoutez, après ce petit intermède, on va se laisser captiver par la science folle de notre ami Max Bird. Cui Max. Et cui à tous. Alors aujourd'hui, c'est ma dernière chronique dans l'émission, vu que je pars dans quelques jours en pèlerinage à la rencontre de moi-même. Voilà, j'ai besoin de prendre le large parce que j'ai réalisé que j'étais un gros con. Ah oui. Et j'avoue, j'ai du mal à gérer cette information. En fait, je suis pas devenu con. A priori, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Paf. A priori, j'ai toujours été. Seulement, je savais pas. Et je savais pas. Et là, ça fait 2-3 ans que mon cerveau commence à faire des liens entre différents indices. Et je commence à dire, tiens Max, est-ce que tu serais pas un petit peu con? Alors au début, t'écoutes pas cette petite voix qui te dit ça. Tu sens bien au fond qu'il y a un petit truc qui cloche comme ça, mais tu l'écoutes pas. Tu regardes ailleurs, c'est inconsciemment, tu fuis. Et puis dès qu'on te balance une contradiction bien en travers du visage, tu la balais d'un revers de la main avec arrogance, parce que c'est super dur d'admettre qu'on est con. Mais cette incapacité qu'on a, nous, en tant qu'humains, à reconnaître qu'on peut penser de la merde, mais c'est spectaculaire. Alors, avec Guillaume Meurice, on a fait son fonds de commerce parce que c'est quand même très rigolo. Mais quand ça t'arrive à toi, c'est chaud. Et cet excès de confiance de la part de tous les trous du cul qui se renseignent pas avant de parler, ça a été étudié par messieurs Dunning et Kruger à la fin du siècle dernier. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'effet Dunning-Kruger. En gros, c'est quand on commence à se renseigner sur un sujet, on a trop vite l'impression de le maîtriser. Notre confiance en nos compétences, elles sont au top. C'est la partie de la courbe qu'on appelle la montagne de la stupidité. Alors on se surestime complètement. On dit que je sais, alors qu'en fait on sait pas, on connaît trop mal le sujet. Et nos déductions, elles se basent sur trop peu d'éléments. Mais non, on dit ta gueule, je sais. Mais c'est pas moi, il y a des études. Voilà. Ouais, ça c'est la montagne de la stupidité. Puis un jour, on réalise qu'on n'avait pas assez d'infos sur ce sujet. On se rend compte à quel point on se gourait, à quel point quelques nuances, ça change tout. Et là, notre confiance dégringole et on se rétame dans la vallée de l'humilité. Voilà. Là, on leur ramène nettement moins. On dit plus je sais, on dit je ne sais pas, voire je ne sais rien, j'ai jamais rien su. Écoutez pas ce que je dis, ça n'a aucune valeur car les sujets sont tous beaucoup trop complexes pour qu'un jour je sois en mesure de pouvoir dire que j'y comprends quoi que ce soit. Voilà, moi je suis à ce moment-là, tac, bien à cet endroit. Ça arrive à des Français, ça? Oui, alors justement. En tout cas, en ce moment, un Français est atteint de cette remise en question. Donc voilà, je suis pile dans la vallée de l'humilité en ce moment. Et après, on continue à apprendre sur le sujet et à force d'expérience, de recherche, on consolide petit à petit notre expertise sur ce sujet. Et on arrive doucement sur la plaine de la consolidation. Et à ce moment-là, on aborde à nouveau le sujet dans les conversations en disant « c'est compliqué ». Voilà. En gros, ce truc, c'est un mécanisme qui affecte tout le monde, plus ou moins. Et moi, j'en ai eu plein dans ma vie, des effets Dunning-Kruger. Donc des moments où je croyais savoir un truc, puis en fait, je me prends une leçon d'humilité. Enfin, ça arrivait plein de fois. Mais là, ces derniers temps, j'en ai eu trop d'un coup, et qui ont trop de liens avec trop de choses. Donc il y a une superposition des vallées de l'humilité. Il y a tout en fait, et j'arrive pas à gérer. J'arrive pas à gérer. Parce que moi, je croyais que les autres étaient cons, et pas moi. Donc j'avais de la confiance. J'avais de l'énergie, j'avais du bagou, mais c'est super difficile de garder tout ça tous les jours, une fois que tu sais que tu fais partie des cons. T'es méga chaud. Bref, il faut vraiment que je prenne un petit peu de temps pour réinitialiser tout mon logiciel, et je reviendrai avec grand plaisir parmi vous si j'ai réussi à devenir moins con, ou si j'ai réussi à me dire que finalement, être con... S'il y a autant de gens qui le font, c'est peut-être pas très grave. Merci de m'avoir écouté chaque semaine. À très vite, j'espère. Bravo à tous. Merci Max Bird. Il est con. Mais c'est tout à votre honneur de nous faire partager cette remise en question que plein d'auditeurs et nous-mêmes aussi, ça nous traverse. Non, non, pas du tout. Alors là... Alex Vizorek, et vous avez réussi à le formuler, c'est magnifique. Oui, et en plus, vous avez le courage de dire stop. Oui, enfin, voilà. Vous avez le courage de dire il faut que je me repose, faut que je. Ah ben c'est très difficile de dire des conneries quand on a conscience qu'on dit des conneries. Oui. Ah ouais. En tout cas, Max, reposez-vous bien. Et nous, on vous attend. Dès que vous êtes moins con, on vous attend. Avec plaisir. N'écoutez pas l'émission pendant votre repos. Oui, c'est peut-être là le nœud du problème. On attend déjà votre retour, camarade Max Bird. Merci. Aretha Franklin, Chain of Fools. Oh yeah. Tiens. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain.
On n'est pas bien là dans cette classe. C'est quand même pas la classe la plus cool du monde sur France Inter. Alors, un petit journal, Alex ? Il est prêt. Allez, allons-y. Monsieur Finkielkraut ? Je vais répondre. Tout de suite, là. Ça a commencé ? Oui, ça a commencé. L'émission a commencé ? On est à l'antenne. Mais... Le journal de presque 17h17. Ah bah c'est pas des flèches, hein. On commence par les titres. Selon les données de l'INSERM, qui sont plus fiables car établies à partir des certificats de décès, le bilan officiel de Santé publique France est largement sous-estimé et la barre des 100 000 morts a déjà été franchie depuis plusieurs semaines. Et oui, finalement, la seule chose qui est encore surestimée en France, c'est Emmanuel Macron. Le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions malgré une défaite 1-0 contre le Bayern de Munich. Et oui, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a un peu l'habitude de voir les Français battus, mais qui fêtent quand même la victoire. Et des vrais. Et bien sûr, la Champions League de la Brève continue sur France Inter. Et on commence par un débat de haut vol. Et oui, j'ai regardé le CI. Bien. Ah Ben oui, hier Morandini, aujourd'hui pas fait le CI. Oui. La maire LR, Florence Portelli, essaye de réexpliquer son point de vue à l'inénarrable Julien Audoul du Rassemblement National. Parce qu'il n'a pas compris. Je suis en train de dire justement qu'il ne faut plus de... Je suis pas blond, moi. Waouh. Bravo le sexisme. Donc je suis blond, je suis bête, c'est bravo. Oui, c'est la vrai, grande c'est bon. classe. La grande classe de notre ami Julien Audoul. Et c'est là qu'on voit quand même que l'extrême droite évolue. Il y a une époque où c'était plutôt une fierté de leur côté d'être blond, très blond, zer blonde. Passons au Covid. La France suspend jusqu'au 19 avril tous les vols entre le Brésil et la France pour barrer la route au variant brésilien. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour empêcher Neymar de partir avant les demi-finales? International, le président russe Vladimir Poutine a reçu la seconde dose d'un vaccin contre la Covid-19. Et selon les médias russes, depuis, le vaccin serait totalement immunisé. Une page média à présent. Elisabeth Lévy a pris la défense d'Alain Duhamel. Oui, dans l'affaire des restos clandestins. Parce qu'elle trouve qu'en tant que journaliste, c'est aussi un lieu de travail. Moi, je ne sais plus où faire mes interviews parce que je l'étais souvent au bistrot. Le bistrot, c'est aussi un lieu de travail. Le restaurant, c'est un lieu de travail. Je vais faire une blague, mais c'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Hein. Voilà. Quand on la voit sur les plateaux, on sent qu'elle sort de longs interviews. Sachez encore qu'excédé par une fête clandestine chez ses voisins, Nicolas Sarkozy a fini par appeler la police. Ils ont été très très surpris. Pour une fois, c'est lui qui les appelle pour les faire venir à la maison. Ils ont été très très surpris. Sans transition, droits des femmes. Selon un rapport de l'ONU, dans 57 pays, une femme sur deux ne peut pas disposer librement de son corps. Et oui, l'ONU qui a reçu un coup de fil de Pierre Ménès qui souhaiterait se procurer la liste des 57 pays en question. Une émission de télé-réalité pourrait être tournée sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, selon un accord signé par la NASA avec une chaîne de télévision. Ça va être fou, les ch'tis en orbite. Ça, comme le dirait Audiard, ça n'a pas fini de tourner, je pense. Oui, enfin, ce sera quand même une prouesse technique. Ouais, enfin, c'est pas la première fois qu'une émission de télé-réalité mettra en scène le vide intersidéral. Alors passons au patrimoine. Et oui, des policiers italiens de passage à Bruxelles ont repéré dans la vitrine d'un antiquaire une statue volée il y a 10 ans. Une statue antique. Oui. Oui. Et c'est ainsi que l'Italie a pu récupérer cette œuvre d'art d'une valeur de 100 000 €. Et ça pourrait nous servir un jour. Alors je passe un appel parce que la Belgique cherche une statuette, je dirais 40-50 cm de haut, comme ça de couleur dorée, qui nous a été volée par apparemment 23 Français en 2018 en Russie. En Russie, hein, mettez la main dessus. Effectivement. Vous l'échange contre du somme. Alors, passons aux brèves pour vous détendre. Oui, la police britannique a lancé un appel à témoins après le vol de Darius, le plus gros lapin du monde. Ouais. Alors moi j'ai vu les photos. Oui, alors il est énorme, mais pour moi c'est pas le plus gros lapin que j'ai vu, quoi. Ça va, vous critiquez mes brèves, c'est le plus gros lapin du monde. Non. Le plus gros lapin du monde, c'est celui que Clara vous pose depuis 7 ans maintenant. Ok, ça c'est vraiment sympa. Bien joué. Heureusement que c'est moi qui ai écrit les vannes, sinon je l'aurais mal pris. Alors, la dernière brève, on y va. Allez-y. Facebook a suspendu la page d'une ville en Moselle parce que la ville, elle s'appelle Beach. Alors, des pitchouns, Beach en anglais, c'est une personne qui aime l'amour, mais tarifée. Juliette vous expliquerait mieux, mais le JT de France 3... Non, parce
c'est déjà 5 que j'ai fait un raccourci. Je voulais pas dire de conneries. Le JT de France 3 est allé sur place parce qu'il se dit ça peut nous faire un beau reportage. À la mairie de Beach, c'est un soulagement. Pour les Beachois et les Beachoises, l'erreur est incompréhensible. J'ai créé une page qui s'appelle Mairie 57230 parce que malheureusement le mot beach ne peut pas être rentré. Ça m'étonne qu'à moitié parce que j'ai des amis américains qui rigolent toujours quand je dis j'habite à Beach. Tu m'étonnes qu'ils rigolent ces amis américains, mais il faut savoir, c'est la conclusion du reportage, que les Américains ont un vrai lien avec cette ville. En 1945, ce sont eux qui libèrent la ville et se surnomment les fils de Beach, les Sons of Beach. Eh oui, bien sûr. C'est France 3 le 19h30. Ah oui. Fils de Beach, c'est bon. Ça. Très bien. Eh ben écoutez, il est 17h27 à Beach. Et sur France Inter. Et sachez que dans cette émission, il y a une chaire de littérature. Voilà, pour bien se rendre compte de la douche écossaise de cette émission. La chaire de littérature classique est occupée par Juliette Arnaud. Vous avez lu pour nous un classique qui date de 1923, Le Diable au corps de Raymond Radiguet. 1923, Bernard Grasset se prépare à sortir le roman. Il sait écrire le mot buzz avant que le concept existe. Alors, Bernard Grasset dit le premier roman d'un auteur de 17 ans. L'âge donc où on n'est pas sérieux, paraît-il. L'âge où on prépare le bac avec plus ou moins de sérieux, mais pas Raymond Radiguet. Non, lui, il a quitté le lycée, son père estimant que son fiston est suffisamment sérieux pour devenir adulte sans l'institution de l'école et que sa maison, pour ce faire, est suffisamment pleine de livres et de journaux. Bon, le jeune Raymond s'instruit, lit toute la presse tous les jours et à 17 ans, alors qu'il écrit depuis 3 ans, finit son premier roman, bien. Ce roman s'intitule Le Diable au corps. Ah! En 2019, on nous parle d'une autre enfant précoce de 17 ans, Billie Eilish. Chanteuse, auteuse, compositrice. Elle a un visage pré-raphaélite, une voix d'ange fiévreux. Et puis arrive ceci dans nos oreilles. Et la gosse de susurrer que si tu joues au mauvais garçon, le vrai sale type, la personne dangereuse... I'm the bad guy. Duh. C'est elle. Ce petit viron par notre époque, pour que vous compreniez bien que ce bouquin ne s'appelle pas Le Diable au corps pour faire joli et que seuls les gens de 17 ans, en catégorie précoce et en feu, sont habilités à raconter certaines histoires où les personnages ont 17 ans et sont en combustion. En 1923, la France se remet à peine de la Première Guerre mondiale et ce petit jeune homme, Raymond Radiguet, propose une histoire d'amour passionnelle avec des vrais morceaux de sexe à l'intérieur, scandale, pendant la guerre entre un adolescent, scandale encore, et une femme mariée, scandale rebelote, mariée à un soldat au feu, scandale au cube d'or. Et comme si tout ça n'était pas un poil taquin, voilà comment le môme débute. Je cite, « Je vais encourir bien des reproches, mais qui puis-je? Est-ce ma faute si j'eus 12 ans avant la déclaration de la guerre? Que ceux qui déjà m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons? 2 points. 4 ans de grandes vacances. » Fermez les guillemets. Récit rétrospectif où, comme vous pouvez le constater, le ton ne va pas être au remords ou au regret, genre c'est pas moi, c'est la guerre, c'est les adultes, merci, bisous, merci. Duh. Eh bien, laissez-moi vous dire que la France de 1923 était pas prête. Le narrateur rencontre la jeune Marthe, elle est jeune, elle aussi elle a 18 ans, mais elle est déjà fiancée à un autre. Et ce couillon d'autre lui a interdit la lecture des Fleurs du Mal, de Baudelaire. Le narrateur, qui lui n'est pas si bas du front, lui promet de lui offrir une saison en enfer de Rimbaud, littéralement et métaphoriquement. Oui, et l'enfer ne va pas être métaphorique du tout. La passion amoureuse, c'est pas une promenade digestive d'or. Et puis le narrateur... n'est pas un modèle de vertu. Il se compare au chat qui convoite le fromage sous sa cloche de verre. Il se sait veule, il se sait velléitaire, il est lâché et audacieux en même temps. Et vite, il se sait surtout le maître de Marthe. Et comme si ça ne suffisait pas, Marthe, l'amoureuse docile, tombe enceinte. À 17 ans, je me souviens très bien, j'avais trouvé ce livre bien. Je ne sais pas si j'étais parfaitement stupide ou mon stress, vraisemblablement les deux. À 48 ans, lors de cette deuxième lecture, j'ai eu la sensation de prendre une armoire sur la tête. Tant de beauté formelle, d'audace simple dans le style et dans les idées. Et dès les quelques 100 pages avalées, le désir de les reprendre plus lentement dès le début. Avec le diable qui clairement me rappelle que j'ai un corps, confinement ou pas.
Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, mais oui, ça donne terriblement envie de le relire. Et en plus, c'est un bouquin qu'on demande à lire aux lycéens. Ouais, bien sûr. Les gens sont fous, hein. Les gens sont fous. Oui, du coup, vous allez dire, c'est un bouquin qui donne tellement envie, et je pensais pas que vous alliez dire de relire. Eh bien, mais oui, mais ça peut aller ensemble. Alors, c'est pas incompatible. Mais je me tue à vous dire que la lecture et la sexualité, c'est la même chose. Et c'est pareil avec la musique, c'est dingue quand même. Mais c'est dingue. Alors, le diable au cœur vous offre une transition toute trouvée. C'est l'heure de passer à celui qui joue extrêmement bien du piano, même s'il est encore plus virtuose au pipeau. C'est André Manoukian. Merci mon cher Alex, merci. Alors, mercredi, les petits-enfants et tout ça, on va commencer par déconstruire. Hein. Premier bullshit. En Occident, on fait remonter l'histoire de la pensée au VIe siècle avec l'invention de la philosophie par les Grecs. Et alors avant, on pensait pas peut-être l'invention de l'écriture, je vous rappelle, elle date juste de 3500 ans avant Jésus-Christ. Et elle est née où? En Mésopotamie, Babylone, l'Irak actuel, avant que les Américains y foutent leur dawa. Deuxième bullshit, ce serait Pythagore qui aurait inventé la gamme en 600 avant Jésus-Christ, cette fameuse gamme. C'est faux. Il a tout piqué aux Égyptiens. Le Pythagore, il a dû attendre 20 ans à la porte d'un temple et se faire couper le prépuce pour s'y faire accepter. Oui, parce que c'est les prêtres égyptiens qui ont inventé la circoncision. Troisième bullshit. La musique occidentale s'est construite autour du chant grégorien chanté en latin. Et il vient d'où le chant grégorien? Du chant des synagogues. Je vous rappelle qu'au début, les chrétiens et les juifs, c'était les mêmes. Et il vient d'où le chant des synagogues? Eh ben, des Égyptiens, du chant des pyramides. En fait, la musique occidentale vient d'Orient, mais elle a subi une longue désorientalisation qui date depuis les Grecs. Les philosophes grecs n'aiment pas la musique. Elle les empêche de penser. Elle ramollit les hommes, disait Platon, qui pouvait être un vrai con de temps en temps, disons-le tout net, mes chers enfants, mais vous n'aurez le droit de le critiquer qu'après l'avoir lu. Voilà. Alors, il avait horreur des inflexions orientales. C'est quoi une inflexion orientale? Regardez sur mon petit clavier, je vais vous faire une inflexion orientale. C'est vrai que c'est agaçant. Je le comprends. Comment ça, c'est agaçant? Mais c'est dingue. Vous sentez comme c'est sensuel? Hein, Charline? Hein? Mais il est islamophobe. Voilà. Lui, il aimait pas ce qui faisait du charme, Platon, parce qu'il disait que le charme ravit à lui-même celui qui lui succombe. Pour ça, il avait raison. Le nombre de fois où je fus ravi à moi-même par une sirène sans savoir nager. Bref, la faute du charme frauduleux de la musique. Il n'y a qu'une musique qui vaut pour Platon, la musique apollinienne, avec des gros accords majeurs comme ça, bien martial, qui élève vers la spiritualité. L'autre, la dionysiaque, celle qui fait du charme. Elle vaut rien, elle vous fait faire que des bêtises. La musique, en fait, en Orient, elle est à la base de notre musique à nous. Elle se base sur des maqams. Les maqams, c'est les gammes en arabe. Ça veut dire degré, ça veut dire station. Mais sauf que les Arabes, les Orientaux, avant les Arabes, même les Perses, etc., les Babyloniens, ils en avaient 50 des maqams. Et on les joue pendant des plombes. Alors je vais vous en jouer un, il s'appelle le Hijaz. Et là, maintenant, ça dure des heures. Voilà, là, vous sentez tout ce que j'ai envie de vous dire, là, Charline? Mais comme je peux pas vous le dire avec des mots, je vous le dis en musique. Je vois un serpent qui sort de son panier. C'est pas un serpent. C'est précisément. Voilà, alors on les monte, on les descend, enfin je parle des gammes, hein. La transe, elle vient de là, et donc, non parce que le truc pire que le serpent qui sort du panier, Charline, c'est qu'en Orient on mélange le majeur et le mineur. Majeur, oui. Mineur. Eh ben on joue les deux à la fois. C'est un tout petit serpent. C'est qu'on n'est jamais ni trop gai ni trop triste. En fait, c'est les Orientaux qui ont la vérité parce que voilà. Donc pendant qu'en Orient, on s'éclate et qu'on improvise pendant des plombes sur ces modes à essayer de grimper, à essayer de s'échapper du petit panier pour aller voir Charline, et ben en Occident, on va enlever tous ces demi-tons. On va vraiment enlever tout ce qui est trop sensuel jusqu'à ce que Charlemagne choisisse le canon du chant grégorien et il dit c'est comme ça et pas autrement.
Là, je me demande comment vous allez lancer le disque, hein, parce que c'est le grand écart. Non, c'est pas le grand écart. Vous amenez où Alors, qu'est-ce qu'elle fait du coup, la musique occidentale? Elle a très peu de notes. Le chant grégorien, c'est assez pauvre. Il y a que. Eh ben, on invente la modulation, c'est-à-dire que. Ça, Platon, il aurait Donc, détesté. en fait, et maintenant, qu'est-ce qu'on va écouter? J'attendais. On va écouter la transition. Pierce Faccini, qui est un troubadour anglo-italien et qui a fait un trio formidable avec Abdelkadir Merchan et avec Ben Harper. Et là, on va entendre la fusion enfin retrouvée de l'Orient et de l'Occident. Vas-y, Pierce, mon ami. On est parti. choice is stark. Came two by two. Will they come for you? Noah built the ark before the day was dark. Run from the fray and we'll sail away. And the waters rise, thunder in the skies. And the waters rise on the plank for the last light dies. And the Orient road to the poles we go. Like the Orient road, climb aboard for the gale will blow. السلام عليك سيدي الخير سلام عليك سيدي الخير سلام عليك سيدي الخير سلام عليك سيدي الخير يا سلام عليك سيدي الخير سلام عليك سيدي الخير سلام عليك سيدي الخير سلام عليك سيدي الخير يا الخير شماروش سيدي الخير يا مولاي جبل الدج سيدي الخير باب الله يفرج. Pierce Faccini donc. Voilà, c'est Troubadour, encore une fois italo-british, même d'origine écossaise, qui fait un magnifique trio. Et c'était pour sceller cette réconciliation enfin tant attendue entre l'Orient et l'Occident. Avec Vous savez que Ben Harper et Abdelkadir Merkan. Exactement, moi je suis un vrai bisounours, je suis pour la paix et l'amour dans le monde et les petits serpents qui sortent de la page. Merci André Manoukian. Et vous sortez aussi votre album. André, les pianos de Gainsbourg, vous accompagnez des reprises avec Isabelle Adjani, Mélodie Gardot ou Rosemary Stanley. Oh, waouh! Du lourd. Alors on a déjà entendu André Manoukian, même très longtemps. On a entendu Juliette Arnaud, Max Bird. Il nous reste Thomas Croisière et Clara Dupont-Moreau, dont le livre préféré en ce moment est Le roi qui n'avait pas ri, d'un jeune auteur qu'elle a trouvé dans la rue en train d'emmerder des vieilles rombières de droite. L'a-t-elle trouvé? Lui est-il tombé dessus? On ne le saura jamais. Et Guillaume Meurice. Oui, Alex, bien beaucoup de courriers de pitchouns qui me disent « Mais alors, c'est régional !» Alors, où est-ce qu'on en est? Et on sent une émulation chez les enfants. Dans les cours d'école, il y a des échanges de vignettes Panini de Xavier Bertrand, Hervé Morin. Je sais que Charline, vous avez même là. Ah ouais, c'est tout. Vous avez tout l'album dédicacé, tout ça. C'est vrai. Même nous, à cet âge-là, voilà, à l'âge des enfants d'aujourd'hui, on a eu des posters de Jean-Pierre Raffarin avec le slogan dans le Poitou, j'ose tout. On connaît cette frénésie. Voilà, la France, les désirs, c'est régional. Et c'est vrai qu'on a une envie de vibrer comme Gérald Darmanin au salon de l'immobilier. À ceci
si près que parfois on a du mal à comprendre les enjeux de l'élection. Et alors c'est ça qui ressort beaucoup dans les courriers des pitchouns qui me disent oui mais Guillaume, explique-nous les transferts de compétences intraterritoriaux liés au champ d'action des différents acteurs administratifs au sein des dynamiques de gestion des politiques publiques. C'est ça que les enfants veulent savoir. Hein, vous connaissez les gosses, ils sont toujours à poser des questions. Alors je suis là, calmez-vous un petit peu. Je suis allé voir les gens parce que la politique ça concerne tout le monde. Et sur le terrain, je peux vous dire que l'excitation est palpable. Qu'est-ce que ce monsieur en attend? Rien du tout. Alors, rien du tout, strictement rien. Si vous étiez élu à la tête de la région, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que je ferais? Je pense que je ferais quelque chose au niveau de la sécurité. Alors ça, c'est pas les compétences de la région. Ah merde. Ah merde, ouais, ça c'est ballot. Ça c'est l'effet Bardella, comme on l'appelle les enfants. Tout ne se règle pas avec un berger allemand et un tonfa. Hein. Attention, il y a d'autres problèmes. Alors à part ça, pas mal, mais on continue avec une dame passionnée par les régionales et ses débats. Oui, bien sûr, comme je les suis toujours pour toutes les élections. Qu'est-ce que vous en attendez surtout? J'en attends que la ville soit bien gérée. Alors là, c'est la région. Hein. Ah, la région. Ah merde, attendez, putain, restez concentrés là. Hein. C'est vrai qu'on sent, on est dans une telle folie que bon, ça part dans tous les sens. On sent que là, vous avez tous le serpent prêt à sortir du panier. Mais voilà, restez calme. Ce qui nous attend, c'est quand même un événement majeur de notre grande et belle démocratie. Et la démocratie, les enfants, c'est... La démocratie, pour moi, c'est choisir... c'est libérer... C'est libérer Barabbas et sacrifier le Christ. Oups, voilà. Bon, là, démerdez-vous. Les enfants, moi, je peux pas être partout non plus. Hein. Et à un moment donné, vous avez une part d'autonomie. Bon, ben voilà. Hein. Alors, je peux vous dire quand même que ça, j'ai retrouvé, c'est un des slogans repris par l'Action française, hein, qui a à la démocratie à peu près ce qu'André Manoukian est à la force de travail. Faites-en ce que vous voulez. Allez, nous, on continue. J'aime beaucoup Valérie Pécresse. Même si elle avait dit qu'elle allait quitter la politique il y a quelques temps. Oui, elle l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait, mais bon. Là, elle a dit que si elle perdait, elle quitterait la politique. Là, elle quitterait vraiment. Voilà, là, c'est sûr. Là, c'est définitif. Hein, voilà, c'est des gens à qui on peut faire confiance. Elle a arrêté Valoche. Entre chaque élection, elle arrête la politique, Valoche, très exactement. C'est comme Juliette, elle arrête de boire entre deux gorgées. Voilà, c'est à peu près la même chose. Alors là, les pitchouns, j'ai l'impression que je vous ai pas bien aidé pour l'instant au niveau des enjeux, des programmes, des propositions. Donc j'ai été voir, comme toutes les semaines, le doyen de l'université, Roger. Hein, Roger, sur les régionales. On va changer, on remet toujours les mêmes cons. Peut-être que ça sera d'autres, là, Roger. Oh, je sais pas, nous, je pense pas que ça change. Hein. Mais l'autre, là, comment il s'appelle, l'autre morue qui se présente, là. Alors, voilà. Roger. Ah, attention, il n'y a pas de morue qui se présente, Roger, pas de poisson. Je dis pas qu'il n'y a pas quelques tanches, parfois dans les élections. Mais là, c'est pas le sujet. Restons bien focus. Roger va aller voter. Je pense que quand même que je vais aller voter parce que je voudrais pas que ça soit la poulevarde. Non, je vais téléphoner pour ma copine, comment elle s'appelle déjà Christine O'Crane. C'est pas Christine O'Crane qui se présente? Voilà, Roger va voter Christine O'Crane. C'est un choix qui se respecte. Voilà. L'important, c'est de participer, hein, comme on dit. Voilà. Moi, j'hésite entre Harley Chabot ou Dora l'exploratrice. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est le choix personnel, chacun voit. Voire même, je vous conseille même de voter Roger directement. Parce que l'important, vraiment, ce sont les programmes. Qu'est-ce qu'il ferait, Roger? Une grande partie des étrangers, hop, il y va. Faut qu'ils dégagent. Mais alors, tous les étrangers, c'est-à-dire ceux qui foutent rien, qui veulent rien foutre. Les Européens, les Italiens, les Allemands, tout ça? Non, surtout pas les Italiens, parce qu'il y a de belles femmes italiennes, il faut garder les femmes italiennes. Voilà. C'est un programme comme un autre, c'est le programme à Roger, comme on dit. Voilà. Et puis le pire, c'est que vu la période, ça pourrait marcher. Ah, les enfants, ils pourraient être élus. Bon, en attendant, profitez bien de la campagne qui arrive, de cette liesse qui s'empare comme ça du pays, on le sent. Hein, comme le disait quasiment Karl Marx, la région, c'est l'opium du peuple. Oh, merci Guillaume. N'oubliez pas, il y a les départementales aussi. Oh, ça arrive, là, ça va être... Ah, mais c'est l'excitation, parce qu'avant, ça s'appelait les cantonales, tout le monde s'en foutait. Depuis que ça s'appelle les départementales, tout le monde est au taquet, bien sûr. Allez, c'est un petit exercice gratuit avant les vrais, Alex. Le premier exercice, j'ai vu que ça vous a passionné cette histoire de cette pauvre ville de Beach qui a perdu sa page Facebook parce que le nom ne collait pas avec les envies, l'éthique exactement du site. Alors, parmi les villes françaises suivantes, lesquelles existent vraiment? C'est intéressant. La ville de 2+2 dans la Somme. Est-ce que... on ne peut pas faire que des blagues de tub non plus. Non. Mais il y a la réponse B. La ville de Sockmaïdik dans le Bas-Rhin. Ça va durer longtemps. On peut faire des blagues de tub de temps en temps. La ville de Latric dans les Deux-Sèvres, le QG de Benjamin Griveaux. Ou la ville de Laconne en Dordogne, qui est le QG de... Non, c'est bon, on a compris, merci. Oui. Vous avez bien fait de m'arrêter parce qu'on pouvait tomber dans la blague. Oui, je l'aurais déploré. Autre exercice. Au Chili, les restes d'un mammifère vieux de 72 millions d'années ont été découverts en Patagonie.
L'occasion pour nous de faire un petit exercice de géographie. Où se situe la Patagonie? Alors, entre le service des impôts français et portugais, selon la Florent Pagny High School. La Patagonie est un grand bâtiment près de Washington qui abrite le ministère de la Défense américain. La Patagonie est une région qui englobe une partie de l'Argentine et du Chili en même temps. Comme j'ai parlé du Chili au début de l'exercice, il y a de fortes chances pour que ce soit la bonne réponse. Petit D, la Patagonie, c'est la partie australe du rayon camping chez Decathlon. Voilà, Guillaume. Alors, en Autriche, le ministre de la Santé, épuisé par la gestion de la pandémie, a décidé de démissionner. Alors, en France, quel ministre pourrait prendre la même décision? Réponse A, Roselyne Bachelot, puisque ne rien faire, finalement, c'est épuisant. Hein, vous êtes marrant, tout le monde ne peut pas être chroniqueur musical à part Jupiter. Réponse B, Franck Riester. Non, j'ai dit une connerie. Lui a déjà démissionné, je crois. Non. Attendez, non, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites là? Allô? Oui, pardon. Réponse C, Barbara Pompili, ce qui nous permet de dater l'apparition de la honte, puisque je vous rappelle qu'elle est née juste avant. Et réponse D, Alain Griset. Et oui, on est là aussi pour vous faire réviser la composition du gouvernement. Alain Griset, il s'occupe de... Et personne ne sait, voilà, les PME, le grisou qu'on l'appelle. Je sais pas, même moi je sais pas. Oh là là, mais Charline. Aidez-nous sur Twitter, Alex, jette un œil sur Twitter. Allez, si elle entre à l'Académie française, j'ignore si avec l'habit vert elle choisira l'épée ou le sac à main. Moi je pense qu'elle demandera les deux. Oui, c'est mon auteur préféré, enfin mon auteur de chronique préféré. C'est Clara Dupont-Moreau. Ben oui, vous êtes comme moi, mes amis. Vous êtes sous le choc de ce séisme. On en parlait avec Charline juste avant l'émission. La mort du prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre pendant 74 ans, qui est mort la semaine dernière. Mort d'un roi, donc il était tout naturel que je m'oriente vers la mort du roi Arthur. Il y a un lien avec l'actu là. Un chef-d'œuvre de la littérature médiévale. Il y a surtout un lien avec le génie. Ce texte fut écrit au XIIIe siècle. Il est en prose, il est anonyme et surtout, il est le 3e et dernier épisode du cycle Lancelot Graal. C'est donc lui qui clôt les aventures arthuriennes. C'est à lui que revient le très douloureux devoir d'en finir. Et comme il le fait bien. Je veux dire, objectif de ce mercredi, parler de la mort du roi Arthur sans pleurer, je vais y arriver, tant il est nappé d'un chagrin crépusculaire, inoubliable. Quand s'ouvre le livre, la quête du Graal, elle est derrière. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste Lancelot, mais Lancelot, il est hors jeu, parce qu'il est tombé amoureux de la reine Guenièvre, qui est l'épouse de son roi Arthur. C'est un problème. Il reste le délitement, puisque le lien entre les chevaliers de la table ronde vole en éclats. Message implicite, tout ce qu'on croyait en tout cas inébranlable s'effrite, et bon week-end. Et, voilà. Et il reste un horrible méchant, Mordred, qui veut la peau du roi Arthur. Il reste évidemment Arthur, le sublime Arthur, le mari trompé, le roi soudain sans appui, l'homme inquiet, et il peut, puisque Mordred veut son royaume, sa couronne, sa femme, ça fait beaucoup, il faut agir. Donc Arthur décide de combattre Mordred. La bataille aura lieu sur la plaine de Salisbury, en Angleterre. Arthur est un peu inquiet parce qu'il n'aura pas Lancelot avec lui. Mais heureusement, il a le chevalier Yvain, qui est presque aussi vaillant. 100 000 hommes sur la plaine, on lance l'assaut, cavalcade, choc, quand les lances sont brisées, on sort les épées, majesté des batailles menées par des valeureux. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit le chevalier Yvain qui, pour la première fois de sa vie, a peur de mourir. Jamais encore la peur ne m'avait fait à ce point perdre mon assurance, dit-il. On lit l'instant où le roi Arthur vacille devant le cadavre d'Yvain, puisqu'il a fini par mourir. Alors sa peine devient furie, il se jette sur Mordred et il le transperce. L'histoire compte qu'au moment où il retira sa lance, un rayon de soleil passa à travers la plaie, précise le texte. Mais cette beauté solaire n'empêche pas le sursaut rageur de Mordred qui abat son épée sur le aume d'Arthur. Ainsi, le père tua le fils et le fils blessa le père à mort, dit le texte, car oui, Mordred est le fils d'Arthur, fils incestueux, puisqu'il y a très longtemps, Arthur avait couché avec sa sœur sans savoir que c'était sa sœur. Ah oui, mais faites attention à ça.
ces petits conseils qu'on donne si vous êtes chez vous. Parce qu'après, ça fout la merde. Votre fils va vous buter. Et en plus, ils habitent pas en Picardie. Oh, bravo, bien sûr. d'accord. Clin d'œil à Constance. Cela dit, au seuil de la mort, Arthur ne pense pas du tout à ça. Il ne pense qu'à une chose, c'est protéger son épée Excalibur. Donc il demande à ce qu'on la lance dans le lac, là où a grandi Lancelot du Lac, ultime hommage à celui qui l'a trahi. On lance Excalibur et alors une main jaillit de l'eau jusqu'au coude, saisit l'épée et la brandit 3 fois vers le ciel avant de plonger avec elle. Une pluie très dense se met à tomber, si bien qu'on distingue à peine une barque surgit sur le lac. Arthur s'y hisse, direction l'île d'Avalon, habitée uniquement par des femmes, pour enfin y vivre sa mort. Clara, on a dit sans pleurer. Après Arthur, c'est Guenièvre qui mourra. Ce sera ensuite Lancelot. Alors oui, je spoil, mais c'est obligé pour dire cette force noire, cet adieu en forme d'hécatombe. En fait, la mort d'Arthur, c'est la mort d'un temps. Et il fallait une fin dont la puissance est équivalente à celle du monde qu'elle sectionne. Je vous redonne les références. La mort du roi Arthur, anonyme, est parue en 1018 et aussi en d'autres éditions de poche. Oh, merci Clara Dupont-Mono. Et c'est anonyme. Hein. Et vous voyez, si Lancelot et Yvain, eux, ils avaient choisi le sac à main, ça aurait fait moins de morts. Et voilà, c'est sûr. Évidemment, mais bien sûr. Vous écoutez France Inter par Jupiclass. On tient un petit feu Chatterton avec Monde Nouveau. Ouais. Pas sûr ça. Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Que savions-nous faire de nos mains? Presque rien, presque rien. Le monde de demain, on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Des poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Que savions-nous faire de Un monde nouveau. Feu Chatterton. Ils m'ont pas pris comme choriste. En featuring. On se demande pourquoi. Bah ouais, moi j'aime bien chanter. Enfin, passons à autre chose. Oui, dans le cadre du festival de cinéma du Cap Ferret, qui a lieu spécifiquement dans votre salon, Thomas Croisière, avec Alfred et Gaston, vous projetez un film d'ouverture. Allez. Jamais ce générique ne fut aussi à propos, car c'est grâce à la dernière séance d'Eddie Mitchell et Gérard Jourduy que je découvris L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford. pénultième western du réalisateur borgne in the USA comme Raoul Walsh et Fritz Lang et 4 fois lauréat de l'Oscar du meilleur réalisateur comme personne. Alors en fait, c'est l'histoire d'un sénateur qui était anciennement avocat qui revient dans son village pour l'enterrement d'un gros dragueur. Le sénateur, c'est James Stewart et le gros dragueur, c'est le Duke, John Wayne, qui tourna 14 films avec Ford, dont La Chevauchée Fantastique et La Prisonnière du Désert. John Wayne, je trouve qu'il a toujours un peu les rôles de ceux qui prennent les gens pour des petites merdes. Qui les regardent de... Mais bon, à mon avis, c'est pas son vrai caractère. Hein. Ah bah heureusement.
Mais il mesure 1,93 m John Wayne. Mais c'est vrai qu'en meilleur tireur du Wyoming, le duc roule des mécaniques. Mais moins au début du film, car il est mort. Et c'est en route pour son enterrement que James Stewart est reconnu par des journalistes. Eh ben, il commence à raconter à des journalistes son histoire. En fait, c'est un petit avocat qui se fait attaquer par Liberty Valance. Le patibulaire Lee Marvin dans son premier rôle-titre, un titre qui n'augure rien de bon pour son personnage. Il va y avoir un duel entre Liberty Valance et l'avocat. Sauf que Liberty Valance, il va tirer, il va faire « Je vais faire joujou !» Le sinistre Valance, incarnation de la loi du plus fort, face aux gauches Stoddart, représentant de la loi et l'ordre. L'affrontement entre deux American Way of Life, et pour la bagarre, je ne miserai pas une pièce d'or sur James Stewart. En fait, on peut toujours arriver à ses fins si on y croit vraiment. Par exemple, l'avocat, on lui disait « Mais t'es pourri, un tir, t'y arriveras jamais ». Et il s'est pas fait tuer, quoi. Ouais. Il a réussi. Ouais, et il a bien réussi sa vie. Ah ouais, ah oui, ça c'est sûr. Tu m'étonnes, il est devenu LA légende qui tua Liberty Valance, fut élu sénateur et chopa Vera Miles au nez et aux éperons de John Wayne. J'ai trouvé que, en fait, sur un point de vue historique, c'était plutôt la fin des cow-boys. En 1962, âge d'or du Technicolor et des décors de la Monument Valley, John Ford enterre symboliquement le western dans cette œuvre testamentaire tournée en noir et blanc et en studio. Le film, ça parle des légendes de l'Ouest et Non. Le film, je pense que sur une vue de l'histoire, ça parle comment on a eu la démocratie. Et de la construction de la nation américaine. Mais un film sur la fin du Far West qui s'ouvre par l'arrivée d'un train hangar avec des flashbacks, un triangle amoureux et la mort des légendes, ça ne vous rappelle rien ? Sergio Leone a carrément pris de l'inspiration sur le mec qui a réalisé ce film. Vous imaginez ? Mais oui, il était une fois dans l'Ouest. Liberty Valance était le film de Ford que Leone préférait, normal. Il est nostalgique, pessimiste et traite de la fin d'une époque. Liberty Valance, c'est Il était une fois dans l'Ouest sans sauce tomate. Qui joue l'adjoint de John Wayne ? Woody Strode, un des cache-poussières qui attend l'homme à l'harmonica à la gare. Qui joue un homme de main de Lee Marvin ? Lee Van Cleef, la brute elle-même. Et je ne vous parlerai pas de Duel à 3, les fameux triels chers à Leone. Car comme le dit l'excipit du film, on est dans l'Ouest, ici. Et quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende. Vive le cinéma de John Ford. Merci Thomas Croisière, Alfred et Gaston. On termine par un dessin et comme on a très peu de temps, on va faire très simple. Dessine le variant brésilien. Vas-y, lâche-toi, il y a plein de trucs à faire. Merci à tous les amis. C'était une émission très rigolarde. Oui. Je vous dis à demain. Attention demain. Mettez une alarme à 17h car nous recevons un invité exceptionnel. Demain dans Par Jupiter, nous recevrons Johnny Hallyday. Et c'est qui ce type Johnny Hallyday ? Hallyday, c'est un grand chanteur qui va devenir célèbre. Anti-discrimination avec un S.fr. On peut chatter en direct. Il y a un téléphone. Ok, vas-y. 39 28. Victime ou témoin de discrimination, les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent gratuitement sur antidiscrimination.fr ou au 39 28. Du lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local. Toyota. Alors il me faudrait 25 caisses de dorades, 18 caisses de sardines et mettez-moi aussi 10 caisses de vos huîtres. Bien sûr, on charge tout dans votre camion là-bas ? Ah non, moi c'est le Price City, le petit fourgon juste devant. Avec son volume utile allant jusqu'à 4,4 mètres cubes, le Toyota Price City est à partir de 139 € par mois hors taxe sans apport. En cette période, nos concessions restent ouvertes sur rendez-vous. Toyota. Offre professionnelle non cumulable jusqu'au 30 avril dans le réseau participant pour un Price City Medium 1,5 litre 100 D4D dynamique blanc neuf en LLD 60 mois 50 000 km, voir toyota.fr. Comment apprendre et réviser avec l'appli Radio France ? Découvrez une large sélection de podcasts issus des radios de Radio France. Littérature, philo, histoire, économie, sciences, musique, ces podcasts vous permettront de découvrir, réviser ou approfondir les grandes notions, les auteurs incontournables, les événements historiques et les découvertes importantes.
à télécharger gratuitement sur votre smartphone. Vous avez l'habitude de rigoler. Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir